Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de santé publique. Non pas de médecine, car j'ai abandonné mes études de médecine dès la maternelle, non, de la santé publique, telle que nous la subissons, et à ce propos, j'en ai gros sur la patate. Pour illustrer mes propos, je vais décrire les situations vécues par mon épouse et moi-même, de la plus récente, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, à la plus éloignée, il y a une trentaine d'années de cela. Entendons-nous bien, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort, mais plutôt pour dénoncer les dérives et le gâchis d'argent que nous autres contribuables payons de toute façon. J'ai une pensée émue envers tous ceux qui souffrent actuellement ou qui ont perdu la vie à cause de négligence ou d'erreurs graves de diagnostic, car pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. Premier cas. Le 7 août 2019, mon épouse a été opérée d'un hallux valgus au pied droit sans immobilisation de la phalange. Elle avait déjà été opérée par le même chirurgien en septembre 2007 pour la même pathologie, mais au pied gauche, avec immobilisation de la phalange, sous anesthésie locale, soit 2 heures en ambulatoire et très peu de soins associés à domicile. Cette fois, pour une opération plus bénigne, on lui a imposé une anesthésie générale d'une demi-heure, un passage en salle de réanimation et une chambre seule, alors que le chirurgien pensait opérer sous péridurale. Arrivée à 9h30 le matin, elle n'en est ressortie qu'à 19h le soir avec 10 jours de soins à domicile, piqûres, pansements, etc. Où est le problème, me direz-vous? C'est simple. Les anesthésistes préconisent une anesthésie générale pour facturer une prestation plus importante à la sécurité sociale. Ils s'en foutent car vous avez signé auparavant que vous étiez conscient des risques encourus. Or, chaque anesthésie générale diminue notre capacité d'absorption des toxines dans le temps, alors qu'avec une anesthésie locale, péridurale, le patient est conscient et les produits injectés sont nettement moins nocifs. Deuxième cas. Le 31 juillet 2018, j'ai subi une opération de l'œil droit appelée cataracte. Rien de bien méchant puisque 7 ans auparavant, la même chirurgienne ophtalmologue opérait l'œil gauche dans son cabinet, m'endormait l'œil malade elle-même et tenait la conversation tout au long de l'opération qui ne m'a laissé aucune séquelle. Mes examens préopératoires étant parfaits, pas de tension dans les 2 yeux et analyse de sang conforme aux normes, je me suis présenté confiant en début d'après-midi à la clinique. Et à ma grande surprise et contrariété, tout le protocole avait changé. Anesthésie générale d'1 quart d'heure pour juste anesthésier l'œil et me réveiller pour donner mes impressions aux praticiens pendant l'opération. Bien entendu, le temps passé en attente a été triplé. Mais le pire, c'est qu'au cours de la contre-visite de contrôle, la remplaçante de la chirurgienne partie en vacances m'annonce qu'il y a un grave problème sur les 2 yeux à cause d'une tension trop importante. Chacun d'eux est atteint désormais d'un glaucome dont les conséquences sont la cécité à plus ou moins long terme. Je suis abasourdi. Rien ne laissait présager un tel accident. Mais c'était écrit dans les risques encourus et j'ai signé pour dégager la responsabilité de la clinique. Conséquence, un traitement à vie, le monoprost, ne garantissant que le ralentissement de la cécité avec l'espoir, je cite, de mourir avant d'être devenu aveugle. Je suis donc condamné à revoir 2 fois par an le chirurgien à vie et effectuer des examens longs, coûteux et fastidieux pour surveiller l'évolution de ma maladie. D'autres patients, opérés le même jour ou quelques jours avant, m'ont signalé qu'ils avaient eux aussi un traitement à vie à la suite de l'opération. Et parmi mes voisins âgés, même discours, mais on leur a caché la raison de ce traitement. Inquiétant, non, mais logique, car les grands laboratoires pharmaceutiques font pression sur les cliniques pour s'assurer une rente à vie au crochet de la sécurité sociale, tout en permettant aux anesthésistes de facturer une prestation inutile une fois encore. Je regrette de n'avoir pas su lire entre les lignes et de n'avoir pas changé d'avis pour me faire opérer au Maroc ou au Portugal. Troisième cas. Le 30 juin 2015, je ressens de violentes douleurs à hauteur du foie. Et, vers 17h, j'appelle mon médecin traitant qui, à l'écoute des symptômes, m'invite à me rendre aux urgences car il soupçonne une cholécystite. Nous nous rendons aux urgences de l'hôpital le plus proche qui, par chance, n'est pas chargé du tout ce jour-là. Vacances oblige. Je suis rapidement pris en charge pour le diagnostic de sélection des urgences et conduit dans un box pour y attendre un interne. Vers 20h, un interne arrive et me pose des questions sur ma pathologie et conclut
qu'il s'agit d'un ulcère à l'estomac et il m'abandonne en promettant de revenir très vite. 22h30, le revoilà, accompagné d'un confrère qui me pose les mêmes questions pour conclure qu'il s'agit de colique néphrétique. À ma grande surprise, car je souffre de colique néphrétique depuis 1965 et j'en connais parfaitement les symptômes. Mais il n'en tient pas compte et m'abandonne en me promettant de revenir bientôt après m'avoir administré un calmant pour la douleur. 0h30, le rideau s'entr'ouvre sur le visage d'un autre interne, la relève, qui me repose les mêmes questions, me refile une autre dose de calmant et d'antispasmodique et conclut un ulcère à l'estomac balayant d'un sourire le diagnostic fait par mon médecin traitant et me dit qu'il revient de suite. 1h30, revoilà mon interne qui justifie cette attente par un retard des résultats de l'analyse de sang. Sauf que personne n'a pensé à prélever mon sang depuis mon arrivée aux urgences. Confus, il va chercher des explications et revient penaud. On a oublié. Il faut faire une prise de sang et les analyses. 3 heures, les analyses arrivent enfin pour signaler que tout est normal. Le médecin décide donc de me transférer au service médical pour la nuit et libère mon épouse épuisée d'attendre et inquiète de la désinvolture des internes. 8h30, le médecin-chef du service de médecine générale de l'ancienne école vient faire sa tournée. Elle m'ausculte et immédiatement prend son téléphone pour annuler la fibroscopie programmée, réserver un lit en chirurgie et demander d'urgence une échographie de la vésicule biliaire pour confirmer la cholécystite. Me voilà en chirurgie à jeun dans l'attente d'une opération d'urgence qui n'aura lieu que 4 jours plus tard, le jeudi après-midi, toujours à jeun, depuis mon entrée, car l'opération n'est pas planifiée et il faut trouver un créneau. Nous sommes en pleine canicule et le 6 jours est plutôt difficile à supporter. Mais l'opération se passe bien et j'ai eu la chance de tomber sur une chirurgienne très compétente. 4e cas, le 9 décembre 2012, au cours d'un voyage au Maroc, du côté de Tiznit, nous avons fait une sortie de route en scooter, qui s'est soldée par une chute dans le ravin pour moi et l'éjection sur la chaussée pour mon épouse. Cette dernière a subi un traumatisme crânien et une entorse au genou, tandis que je me suis relevé avec l'avant-bras droit brisé en 3 endroits différents, comme on peut le voir sur la radiographie, et quelques contusions sans gravité. Secouru par les pompiers et transféré à Agadir, j'ai préféré être opéré sur place, sachant que les médecins marocains sont formés en France. Je m'en félicite aujourd'hui, car le docteur Shliha, patron de la clinique des spécialités à Agadir, a bataillé plus de 3 heures pour sauver mon bras en utilisant 2 prothèses et 19 vis pour les fixer et maintenir les os brisés. À la vue de ma cicatrice, longue de 45 cm, le chirurgien s'est empressé de critiquer le mode opératoire et dire qu'il n'aurait fait que 2 petites cicatrices bien plus discrètes, lui. Puis, il a regardé les radios et s'est écrié « Mais c'est Beyrouth. Si vous étiez venu avec ça, on vous aurait amputé d'emblée. Après tout, on peut très bien vivre sans un bras à votre âge. » Et oui, en France, l'âge détermine si oui ou non on doit vous apporter le meilleur des soins ou faire du bricolage en attendant une fin pitoyable dans la souffrance en EHPAD. Conséquence directe, 5 semaines de plâtre. Échaudé par cette façon de faire, j'ai demandé à mon médecin traitant de convenir d'un rendez-vous avec un spécialiste renommé dans la région pour un second avis dans une clinique privée. Rendez-vous fixé au plus tôt 4 semaines plus tard. On m'enlève le premier plâtre, on refait des radios, comme à l'hôpital, et là, même réflexion que le premier, à votre âge, c'était l'amputation. Et rebelote, encore 5 semaines de plâtre. Revisite de contrôle, et là, désolé, ce n'est pas consolidé. On vous enlève le plâtre, et si, d'ici le mois de juin, il n'y a pas consolidation, il faudra se résoudre à l'amputation. Musicien sans bras droit, vous imaginez le moral que j'avais? Finalement, je retourne voir mon médecin traitant et lui demande de me prescrire de la vitamine D. Bonne idée, me dit-il. Et me souvenant des recommandations du docteur Shliha, je dis à mon épouse, bon, le prochain rendez-vous est en juin. Alors on va partir au soleil, s'exposer un max, et on verra bien. Aussitôt dit, aussitôt fait, et nous voilà dans un camping de l'Algarve, au Portugal, pour profiter du beau temps, bronzer et consolider autant que faire se peut mes os brisés. Retour chez le chirurgien en juin, miracle, l'avant-bras est consolidé. Aujourd'hui, je rejoue de la guitare et du synthé, moins bien qu'avant car je suis loin d'être un virtuose, mais j'ai gardé mon bras et je bénis ma décision d'avoir refusé le rapatriement à notre service d'assistance. 5e cas. À la suite d'un contrôle de routine chez le cardiologue en juillet 2010, ce dernier avait constaté un drôle de bruit.
et avait conclu à un souffle au cœur. Mais, par mesure de sécurité, il m'avait prescrit un échodoppler décarotide qui avait révélé que la carotide gauche était obstruée à 85%. Immédiatement, j'ai été mis en contact avec l'angiologue qui m'a proposé de m'opérer d'urgence le vendredi, veille de son départ en vacances. J'ai négocié un mois de réflexion parce que je n'aimais pas l'idée d'être opéré alors que mon chirurgien s'absentait pendant un mois. J'ai donc été opéré fin août dès son retour. Le jour J, j'étais particulièrement anxieux et mon opération était prévue à 13 h. Mon épouse s'est alors absentée pour faire quelques courses en me promettant de revenir me soutenir moralement avant mon départ pour la salle d'opération. Manque de peau, une demi-heure après son départ, les brancardiers sont venus me chercher car je prenais la place du patient qui me précédait suite à un problème avec ses analyses. Ce brusque changement m'a contrarié et je n'ai pas pu embrasser mon épouse avant le grand saut. Je suis arrivé en salle d'opération, mort de trouille. L'infirmier anesthésiste est entré en salle d'opération dans un état d'excitation pas possible pour m'intuber et en forçant m'a endommagé la corde vocale gauche. Conséquence, une extinction totale de la voix pendant 6 mois et une année de rééducation orthophonique difficile pour récupérer partiellement cette voix puisque la corde vocale gauche est en partie atrophiée encore aujourd'hui. L'année suivante, mon médecin référent s'est étonné que l'opération se soit déroulée sous anesthésie générale, puisqu'elle peut s'effectuer sous péridurale. Sans se démonter, mon angiologue m'a répondu que je ne le lui avais pas demandé et qu'il connaissait bien cette technique qu'il utilisait occasionnellement lorsque l'anesthésie générale comportait trop de risques pour le patient. 6e cas, de 1993 à 2002. Sujet à de fréquentes bronchites, mon médecin traitant me prescrivait quasiment tous les 15 jours des antibiotiques qui calmaient momentanément les quintes de toux nocturnes, mais bousillaient sans cesse mon transit intestinal. En 2002, 9 ans après les premiers symptômes, je me suis donc rendu dans un cabinet médical de spécialistes pour avoir un rendez-vous avec un allergologue. Et, pendant que j'expliquais à la secrétaire la raison de ma demande, un ORL se trouvait là pour récupérer des dossiers de patients. Il a entendu la conversation et m'a dit « Cela n'a rien à voir avec une allergie. Ne perdez pas votre temps et celui de mon confrère. Venez, je vais vous examiner. » Après m'avoir bien ausculté, il a été catégorique. « Vous souffrez de RGO, reflux gastro-œsophagien. Pour vous en assurer, prenez rendez-vous avec un gastro-entérologue et essayez du Gaviscon. Si ça vous soulage, vous êtes sur la bonne voie. » La fibroscopie pratiquée par le gastro-entérologue a bien confirmé une importante inflammation de l'œsophage et des examens complémentaires à l'hôpital Bichat ont permis de mesurer le taux d'acide et d'autres paramètres. Mon gastro-entérologue m'a alors prescrit de l'Inexium 40 à vie, car il avait détecté une hernie hiatale responsable de ces reflux, ainsi qu'une surveillance annuelle par fibroscopie de l'évolution de la pathologie pour éviter un cancer de l'œsophage. Mais des effets indésirables, rares selon la notice, sont apparus sous la forme d'une augmentation du volume mammaire. Et il a fallu faire une mammographie de contrôle. J'ai donc cessé le traitement, mais le problème revenait périodiquement. Et mon gastro-entérologue brandissait toujours la menace d'un cancer de l'œsophage. Tombé en panne d'Inexium 40 au Portugal, le pharmacien Dalmação de Pera m'a proposé un produit local à base de plantes exclusivement. Aucun produit chimique de synthèse, le Bianacide, que j'utilise maintenant depuis 3 ans, juste lorsque je fais un repas un peu trop gras ou trop épicé. Depuis, je n'ai plus le moindre rhume et la moindre bronchite. 23 ans pour arriver à me débarrasser de cette cochonnerie de RGO. C'est quand même beaucoup, et c'est surtout la démonstration qu'il faut de plus en plus douter de notre médecine, car elle est devenue trop expéditive et liée aux lobbies de l'industrie pharmaceutique. 7e et dernier exemple. En 1987, en remontant la descente de garage très raide, un peu précipitamment, je force sur ma jambe gauche et me fais une déchirure musculaire. Impossible de marcher. Alors je fais appel à mon fameux médecin spécialiste des diagnostics tordus, mais je ne le sais pas encore, qui, sûr de lui, me prescrit des anti-inflammatoires, des pommades, bref, la panoplie complète du joueur de foot surpayé. Dans le même temps, il prend ma tension artérielle qui est un peu haute, 16-10, avec des pulsations un peu rapides et son jugement est formel. Vous faites de l'hypertension artérielle
et on va faire un test d'effort à l'hôpital pour confirmer. Je passe donc le test d'effort à l'hôpital Ballanger à Villepinte, certes essoufflé, mais sans que la tension ne dépasse les 20-21. Le médecin ne me dit rien de particulier, il transmet les résultats à mon médecin traitant qui me convoque à son cabinet. Conséquence, traitement à vie contre l'hypertension artérielle avec du Soprol pour commencer. Depuis, j'en suis à tester le 5e ou 6e traitement sans grand changement. Je m'étais fait une raison. Mais lorsque j'ai eu mon accident de scooter, j'ai eu l'occasion de discuter avec le médecin anesthésiste marocain de cette pathologie pour les besoins de la préparation à l'opération et il est resté perplexe. Mais votre médecin vous a fabriqué de toutes pièces cette pathologie dont vous êtes aujourd'hui prisonnier à vie. Au test d'effort, on ne doit s'inquiéter qu'à partir de 25-26 de tension et arrêter progressivement le test pour éviter un accident. De plus, avec la douleur dans la jambe et le stress engendré par votre vie professionnelle, une tension passagère de 16-13 au milieu de la journée n'est pas vraiment anormale. Le bon réflexe de votre médecin eût été de vous diriger vers un cardiologue qui aurait probablement prescrit un traitement plus adapté mais provisoire qui ne vous aurait pas pourri la vie depuis si longtemps, d'autant qu'il vous est impossible aujourd'hui d'arrêter ce type de traitement. Merde! Je comprends mieux pourquoi mon médecin se vantait d'avoir des vacances payées par les laboratoires à Eilat ou aux Antilles sous prétexte de séminaires de mise à niveau. Voilà donc 32 ans que je me drogue pour rien et ce n'est pas fini. Pour conclure, un médecin c'est comme un garagiste. Il y en a de très bons et très honnêtes. Et il y a les autres. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette profession et j'ai toujours fait confiance en leur expertise. Mais désormais, je vais être plus vigilant et ne pas hésiter à refuser un traitement ou demander l'avis d'un confrère, si possible, à l'étranger. La raison, en France, la médecine n'est plus un sacerdoce comme par le passé, mais un business très lucratif, surtout pour les laboratoires pharmaceutiques. Que cela ne vous empêche pas de prendre soin de vous, mais avec prudence.